BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Merci d'être avec nous. 100 000 dollars maintenant, c'est plus 100 000 dollars, c'est 100 000 euros. Et oui, ça y est, dans cette nuit, le Bitcoin est allé au-delà des 100 000 dollars, des 106 000 dollars, a passé ce seuil symbolique. Et ça y est, il a passé le cap des 6 chiffres, mais en euros cette fois-ci. On va faire un retour réglementaire sur l'année 2024 avec William O'Rourke. Bonjour William, associé et cofondateur du cabinet Orwell Avocat. On va aussi voir un petit peu voir ce qui pourrait se passer du côté des États-Unis en 2025. Beaucoup de choses à venir. Et puis à quoi ressemblera la fiscalité crypto l'année prochaine? C'est la question que beaucoup d'entre vous se posent et on vous répondra. Et puis on verra aussi quels sont tout simplement les profils des investisseurs crypto les plus rentables. Mais d'abord, on va filer sur les marchés avec Alexandre Baradès, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre, bonjour, qui est en ligne avec nous. Bon Alexandre, je viens de le dire, ça y est, on a passé le cap symbolique des 100 000 euros pour un Bitcoin, 106 000 dollars qui ont été dépassés cette nuit. À quoi s'attendre pour cette fin d'année, en sachant quand même qu'on a certaines prévisions, notamment de l'entreprise française Skyco, qui nous prévoit un Bitcoin à 120 000 dollars très exactement le 27 décembre de cette année. Bon, attention, ce ne sont que des prévisions, mais en tout cas, il semble qu'il y ait un nouveau souffle sur le marché crypto. Oui, alors je serais un tout petit peu moins optimiste, mais sans être négatif pour autant. Vous savez qu'il y a un énorme rendez-vous cette semaine, qui est sûrement le rendez-vous de fin d'année le plus important. C'est d'ici donc deux jours et demi, la réunion de la Fed, la décision de la Fed plutôt. Alors vous me direz, mais en quoi ça nous concerne finalement, en quoi ça concerne les cryptos? Ça concernera, je pense, tous les actifs, que ce soit le Nasdaq, le S&P, dans tous les marchés actions, mais aussi les cryptos, parce que nous sommes dans une situation où vous avez d'un côté des flux, des vents portants, vous l'avez dit pour les actifs crypto notamment, c'est la question politique américaine, ce que va faire Trump par rapport au secteur crypto, etc. Et de l'autre côté, vous avez donc un enthousiasme qui était généré, qui se même transforme en euphorie quand vous regardez certains autres types de cryptos beaucoup moins sérieuses que Bitcoin ou Ethereum, certaines cryptos qui ont fait 500, 600, 700% l'espace de quelques mois. Il y a comme une espèce d'un peu d'euphorie malgré tout sur l'ensemble du secteur. Et une euphorie qui intervient au moment où, je pense très clairement que la Fed, après la réunion de mercredi soir, va peut-être faire des pauses sur ses baisses de taux. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'environnement était favorable, l'inflation diminuait, la Fed baissait ses taux, c'est parfait, tous les actifs étaient stimulés, les marchés actions, les marchés crypto, etc. Et en plus soutenus par les thématiques comme Trump, etc. Mais si vous arrivez dans un environnement qui change un peu, c'est-à-dire où l'inflation, et c'est le cas depuis quelques mois, ne fait plus de progrès dans l'objectif, et où la Fed est obligée de faire des pauses sur ses baisses de taux, et je pense que ça va être le cas après la dernière baisse que nous aurons mercredi. Dans ce cas-là, vous retrouvez avec un environnement qui n'est pas le même. Un environnement où la Fed vous dit les taux, je les ai un peu baissés, mais l'absence de progrès sur l'inflation fait que je ne vais plus pouvoir beaucoup les baisser ces taux pendant quelques temps. Et si c'est le message que délivre Jérôme Powell mercredi soir, je pense qu'il va ressembler à ça, ce message, dans ce cas-là, vous avez un risque un peu de déception sur les marchés, où on se dit finalement la Fed ne va plus baisser ses taux, l'inflation ne fait plus trop de progrès, et donc pourquoi je continuerai finalement à acheter tout type d'actifs, actions, Nasdaq, etc., si l'environnement est un petit peu moins favorable. Et je pense que c'est un peu ça, si vous voulez, mon scénario, c'est de considérer que les 100 000, ce qu'on disait déjà les séances précédentes, c'est plutôt une espèce de zone d'arrivée à court terme, avec ensuite des retracements plutôt prévus vers les 80 000, voire 75 000, et ensuite une phase un peu latérale comme ça. Mais j'ai du mal à imaginer que dans cet environnement-là, avec les indices de prix que nous avons actuellement aux États-Unis, donc la future politique monétaire américaine qui peut évoluer, j'ai un peu de mal à considérer que ce soit le meilleur terrain d'évolution. Je ne dis pas en dehors, il y a des sujets propres aux cryptos qui vont continuer à influencer le secteur, les mouvements de marché, mais l'effet Trump, je pense qu'il a quand même été bien consommé, et l'effet baisse du taux de la Fed, notamment, il me semble qu'il va un peu toucher à sa fin dans les semaines et les mois qui arrivent. Donc je me méfie un petit peu de cet environnement monétaire qui va peut-être un petit peu changer dans les 2-3 mois qui arrivent. C'est intéressant ce que vous nous dites, Alexandre, parce que finalement, et c'est pas la première fois que vous le dites ici dans cette émission, c'est que vous nous dites à chaque fois, bon attention, c'est bien ce qui se passe autour, etc. Mais moi, ce que je regarde, c'est vraiment la macro, et surtout les taux. Et ce que vous nous dites, c'est que finalement, si il n'y a pas de baisse des taux qui continue fort comme ça avait commencé, s'il y a une pause dans cette baisse des taux, eh bien, il pourrait y avoir une pause dans la hausse du Bitcoin. Tout simplement, c'est ce que vous nous dites, malgré l'arrivée au pouvoir de Donald Trump le 20 janvier prochain. Pour vous, l'effet Trump, bien qu'on parle de réserve stratégique en Bitcoin aux États-Unis,
a priori s'essouffle un petit peu pour vous, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui? Oui, parce que je pense, encore une fois, les marchés, vous savez, il y a toujours une espèce d'anticipation, en fait. C'est-à-dire que déjà, l'avant l'élection de Trump, le marché était haussier, puis post-élection, ça a été haussier. Ça a été haussier ensuite parce que MicroStrategy a continué à acheter massivement du Bitcoin et à véhiculer un message auprès d'autres entreprises de faire la même chose, de mettre du Bitcoin dans les trésoreries, etc. Et on voit que tous ces gros thèmes, finalement, le marché, ça a déjà pas mal essoré quand même. On a pas mal surfé dessus. Donc, à un moment donné, quand vous avez surfé sur tous les thèmes très porteurs, eh bien, à un moment donné, vous pricez quoi de plus, et ça ne veut pas dire qu'on va retomber à 20 000, encore une fois. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand vous avez sur des cycles comme ça, où dans 3 à 4 mois, ça pousse fort, eh bien, quand le cycle de bonnes nouvelles a été pricé, il faut que les bonnes nouvelles continuent à arriver, si vous voulez. Et si les nouvelles qui arrivent sont des nouvelles un peu moins cool de la part de la Fed, sans être pour autant mauvaises, mais peut-être un peu moins cool, ben c'est là où vous risquez d'avoir des mouvements un peu de prise de gain, sans qu'elles soient dramatiques, mais des moins 20, moins 25%, ça ne me paraîtrait pas exagéré dans ce genre d'environnement. Merci beaucoup Alexandre Barrales, chef analyste chez IG, d'avoir été avec nous. Bonne journée Alexandre. William, bon, on vient de le dire avec Alexandre, on a quand même un cap symbolique sur les 100 000 euros pour un Bitcoin qui ont été passés. Effectivement, Alexandre nous le dit qu'il faut quand même faire très attention à cette macroéconomie, avec ces taux qui pourraient s'arrêter de baisser là dans les semaines qui viennent et ralentir cette folle poussée du Bitcoin qu'on a eu ces dernières semaines. Mais avant de parler des gains potentiels qui pourraient être faits, eh bien, il faut s'intéresser à la fiscalité. C'est quand même assez important puisque s'il y a gain, eh bien, vous allez devoir vous y intéresser. On va faire pour commencer un petit retour sur l'année réglementaire 2024. Avant de s'intéresser à ce qui va se passer en 2025, je trouve ça important de revenir sur l'année écoulée. En 3 dates importantes, pour commencer la première, William, c'est quand même le 10 janvier dernier, donc bientôt 1 an, la SEC qui approuve ces fameux ETF Bitcoin. ETF Bitcoin Spot. Oui, ça c'est vraiment une nouvelle qui est extrêmement importante. Comme toutes les nouvelles importantes, elle était attendue depuis très longtemps, hein. C'est-à-dire que si on remonte dans le temps, les dossiers d'ETF Bitcoin avaient été déposés plusieurs années auparavant et avaient été défendus et régulièrement rejetés par la SEC. Et en réalité, si on doit remonter à l'origine de cette nouvelle, c'est quelques mois plus tôt, en août 2023, la victoire de Grayscale, qui est l'un des émetteurs des ETF Bitcoin, contre la SEC. Donc il avait obtenu en justice, donc de haute lutte, il avait obtenu que la SEC en fait soit quelque part contraint d'accepter les ETF Bitcoin. C'est une nouvelle extraordinairement importante pour le marché puisque c'est la première fois qu'on a un produit financier reconnu par des émetteurs encore plus reconnus, dont BlackRock, qui proposent et qui construisent un produit réglementé sur le Bitcoin. Donc c'est un peu le premier galon du Bitcoin dans la finance, on va dire, traditionnelle, même si j'aime pas ce terme. Et c'est clairement un événement, parce que je crois, si je dis pas de bêtises, que la première demande officielle, c'était en 2013, les frères Winklevoss. Donc c'est quand même plus de 10 ans après que finalement ces ETF Bitcoin Spot ont été acceptés. En fait, c'est simple. Moi, j'ai commencé à travailler dans le droit des crypto-monnaies en 2017 et on n'avait pas eu de nouvelles positives, j'entends, du régulateur américain depuis 2017. 2017, c'était totalement passé inaperçu. C'était les premiers contrats futurs, donc les premiers contrats dérivés qui ont été listés à la bourse de Chicago sur du Bitcoin, toujours en spot. Et ça, à l'époque, c'était un événement ou pas spécialement? Non, pour le coup, c'était très tôt et en plus, les contrats, ce type de contrat, le régulateur dans ce type de contrat s'intéresse pas trop au sous-jacent, mais c'était la première fois qu'un investisseur pouvait s'exposer au prix du Bitcoin sans acquérir du Bitcoin. Et en fait, entre 2017 et 2024, vous avez eu beaucoup de sanctions, vous avez eu beaucoup d'annonces, mais vous n'aviez pas eu un acte réglementaire du régulateur américain qui soit favorable à la crypto. Bon, ouais, non, mais c'est quand même assez fou. Puis depuis, on a quand même eu des ETF Ethereum Spot en juillet dernier. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. Bon, c'est le même principe. Ouais, c'est le même principe sur la crypto. Voilà, absolument. Et puis quand même, le 14 mai 2024, condamnation à 5 ans de prison du fondateur de Tornado Cash, William. Oui, ça c'est un élément important aussi parce qu'on avait connu beaucoup de scandales, on s'en souvient. Peut-être rappeler ce que c'est d'ailleurs, cette affaire Tornado Cash. Ouais, je vais le rappeler. Ouais. Tornado Cash, en fait, c'est un protocole, donc c'est un protocole informatique qui permet de mixer les transactions sur la blockchain Ethereum, parce que pour ceux qui ne le savent pas, les transactions sur une blockchain sont totalement transparentes et traçables. Donc pour avoir de la confidentialité sur la blockchain, vous devez passer par des outils de confidentialité. Tornado Cash est évidemment un de ces outils.
Le problème, c'est que comme tous les outils de confidentialité, il a été utilisé plus ou moins massivement pour des opérations criminelles. Et là, ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est que la justice américaine et européenne a poursuivi les fondateurs de ce protocole, qui pourtant étaient derrière une DAO, donc tout ça a été très soi-disant décentralisé, mais ils ont été poursuivis et condamnés à 5 ans de prison. Donc c'est clairement, si vous voulez, un symbole, parce que c'est la fin des illusions. Enfin, c'est un peu la fin des illusions pour les protocoles, on va dire, décentralisés, qui en fait sont accessibles à des poursuites pénales et donc doivent, d'une manière ou d'une autre, se conformer à la réglementation, quoi. Et c'est aussi un signal assez fort que voilà, que la confidentialité, mais ça c'est un débat un peu éternel en fait dans la tech, hein, c'est la confidentialité est toujours un peu en friction avec la lutte contre la criminalité, quoi. Ouais, il y a un équilibre à trouver qui n'est pas simple. Et puis troisième date, William, 23 septembre 2024, Tether, donc le plus gros stablecoin au monde, qui dit qu'il ne se conformera pas à la réglementation des stablecoins, la réglementation MiCA, Market in Crypto Assets, sur laquelle on va revenir dans quelques instants. Oui, ça c'est un point important. L'Union européenne a adopté cette réglementation MiCA qui va encadrer tout le marché des cryptoactifs. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé et qui a une importance évidemment très importante pour le secteur. Dans cette réglementation, vous avez tout un pan qui concerne les stablecoins, qui sont évidemment des instruments absolument essentiels, puisque c'est eux qui permettent de se hedger, donc de passer de la volatilité des cryptos à des jetons sur la blockchain, mais qui sont pas volatiles vu qu'ils valent $1, quoi. Donc là-dessus, il y a un enjeu de réglementation qui est absolument important. Tether a fait cette annonce. Il y a deux choses à retenir. La première, c'est que ça souligne quand même un sujet très important, surtout dans le contexte qu'on a rapidement évoqué avec Alexandre, où les États-Unis se réveillent un peu sur le sujet. C'est le sujet de la compétitivité européenne. On a créé une réglementation et visiblement, quand on a créé cette réglementation, on n'a pas suffisamment tenu compte des enjeux de compétitivité. Pourquoi ? Parce que ce que nous dit Tether, c'est nous dit votre réglementation européenne, elle m'impose de mettre 60% de mes réserves sur des comptes en banque, qui sont en gros non rémunérés. Alors que le business model des stablecoins et des émetteurs de monnaie électronique, c'est que normalement 90% de la réserve est placée sur des bons du trésor américain ou d'États européens, qui sont beaucoup mieux rémunérés, tout en étant évidemment safe, enfin tout en étant sûr. Ce que dit Tether, c'est en gros, bon, vous êtes gentil, mais si je suis votre réglementation, je vais perdre de l'argent. Donc j'ai plutôt intérêt à ne pas la suivre plutôt qu'à la suivre. C'est ça en fait qui... Exactement, à niveau de sécurité équivalent. Parce qu'encore une fois, avoir les réserves sur des bons du trésor, les bons du trésor américain, c'est sûr. Enfin, c'est aussi sûr qu'une banque européenne. Hein, c'est pas. Donc, il y a quand même un problème là-dedans dans la réglementation européenne qui devra, à mon avis, être adressé un jour ou l'autre. Bon, évidemment, il y a une autre facette, c'est que Tether est un acteur qui est offshore. Et en fait, c'est aussi peut-être un des premiers symptômes de ce que va apporter MiCA, c'est que MiCA va scinder le marché entre une partie du marché fortement régulée aux États-Unis et au sein de l'Union européenne, et une autre partie du marché qui sera plus offshore, comme ça existe d'ailleurs un peu dans la finance et dans d'autres secteurs régulés par ailleurs. Et justement, d'ailleurs, on peut revenir un petit peu, on parlera des États-Unis, mais peut-être plutôt dans un deuxième temps, pour rester un petit peu sur MiCA, sur son application en Europe. Je ne sais pas ce que vous préférez d'ailleurs, parce que soit on peut parler directement de l'Europe tout de suite, soit on peut peut-être parler d'abord des États-Unis si vous pensez que les États-Unis auront un impact sur cette fiscalité crypto qui peut arriver chez nous. Je ne sais pas quel est le plus... On peut mélanger les deux, de toute façon actuellement c'est très lié. Si on commence par l'Europe, 2024 a été une année de préparation de MiCA qui doit entrer en application dans 2 semaines, au 1er janvier. Bon, on peut peut-être commencer par voilà. ça. Alors, donc là, on est en plein dans la. Bon, ça a été une période qui a été assez intense. Alors tout ça n'est pas évidemment, c'est pas que c'est pas public, mais c'est que ça intéresse assez peu de monde évidemment. Mais ça a été une période assez intense à la fois pour le marché crypto, pour les régulateurs, etc. Et on s'est rendu compte que voilà, c'était une réglementation qui était à la fois nécessaire, mais très exigeante. En fait, comme souvent avec l'Europe, c'est-à-dire que c'est des très beaux textes, mais en fait à mettre en application, c'est un peu compliqué. Et en fait, là où l'élection de Donald Trump a été un coup de tonnerre du point de vue de Bruxelles, c'est que là, on se retrouve avec un acteur majeur un acteur majeur et un acteur sérieux. Les États-Unis, en réglementation financière, c'est très sérieux, hein, comme en finance tout court. Et cet acteur nous dit, nous, on va faire de la compétitivité. On va réguler, oui, mais on va aussi être des gagnants, en quelque sorte, quoi. Et donc, ça pose pas mal de questions, je pense, actuellement, au sein des régulateurs européens, au sein du marché évidemment, mais aussi au sein des régulateurs et des parlementaires, hein, européens ou français, en tout cas ceux qui s'intéressent à ces questions, c'est est-ce que MiCA est suffisamment équilibré, quoi ? Parce que nous, en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y aurait pas forcément cet esprit compétitif
dans la tête des régulateurs européens, il n'y a pas cet esprit compétitif qu'il y aurait dans celle des régulateurs américains, tout simplement. Moi, en fait, je pense que faut pas être évidemment, faut pas être caricaturaux. Hein. Il y a une prise en compte, mais moins. On est historiquement un continent qui régule plus. On est moins fort en finance, on est moins fort en tech, et on n'est pas un continent, et c'est vrai pour la France, on n'est pas très opportuniste avec la réglementation, quoi. Donc après, il y a des efforts qui sont faits. Depuis plusieurs années, on a un discours quand même où on évite de surtransposer les réglementations européennes. C'est vrai dans l'agriculture comme dans la crypto. Hein. C'est pas du tout lié à notre secteur. Hein. Mais là-dessus, c'est vrai que Trump, là-dessus, il a un côté explosif, éruptif, et il dit des choses. Et c'est vrai que c'est reçu côté Europe en se disant, mais comment on va faire, quoi ? C'est-à-dire que est-ce qu'on n'est pas trop régulé ? Est-ce que ça va pas nuire à nos entreprises ? Et est-ce qu'il faut éviter que MiCA, ce soit un texte pour les filiales des boîtes américaines, quoi ? Bon, et bien justement, en parlant de boîtes américaines, on va regarder ce qui va se passer, on va essayer de voir un petit peu, de discuter de ce qui pourrait se passer en 2025 aux États-Unis, puisqu'il y a quand même beaucoup de sujets. On a quand même l'entrée effective au pouvoir de Donald Trump le 20 janvier. On a Gary Gensler qui a démissionné, qui va être remplacé par quelqu'un qui est clairement pro-crypto, donc à la tête de l'AMF américain, on va dire. Donc c'est quand même pas rien. C'est quoi les choses à regarder qui pourraient se passer là aux États-Unis en début 2025, William ? Alors, d'un point de vue réglementaire, bon, tu as tout dit, Amaury, mais ça va changer beaucoup de choses. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que la réglementation, moi j'ai souvent tendance à dire que c'est 10% de la compétitivité. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que ça va avoir un effet plus psychologique que concret, quoi. Ce que je veux dire, c'est que je pense que la SEC va évidemment arrêter de poursuivre à tout crin les boîtes crypto. Donc va faire diminuer le risque réglementaire aux États-Unis. Ça va mécaniquement entraîner deux choses. Le retour de projets américains qui avaient quitté juridiquement les États-Unis, même si les équipes et le savoir-faire étaient peut-être sur le territoire américain, et ça va entraîner aussi une hausse des investissements. En fait, ça va faire baisser la pression réglementaire aux États-Unis. Et ça, c'est un continent qui, on a toujours entendu dans la crypto que les États-Unis c'était compliqué de faire la crypto là-bas. Oui, peut-être que ça a été compliqué. Ça a toujours été un endroit où il y avait 10 fois plus de crypto qu'en Europe. Hein. Bon, voilà. Mais là, je pense que ça va encore accélérer le truc, quoi. Mais alors, c'est très intéressant parce que vous nous dites, William, là, finalement, que ce qui est intéressant, c'est pas de suivre ce que va faire la SEC, mais plutôt ce que ne va pas faire la SEC, en fait. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, il suffit juste que la SEC ne fasse rien, tellement elle avait été offensive contre l'écosystème crypto que finalement, juste le fait qu'elle ne fasse rien, ça va clairement être un game changer pour le développement de cette industrie aux États-Unis. Exactement. En fait, nous, on réglemente en Europe avec des textes. Pas de texte, pas d'action réglementaire et pas de cadre. Aux États-Unis, c'est un peu l'inverse. Les textes, ils les ont, vous savez, ils passent dans leur système, ils passent leur temps à réinterpréter des arrêts qui ont 60 ans. On parle du Howey Test, c'est un arrêt qui date de 1942 et qui concerne une plantation de citronniers. Et ça sert à réglementer Wall Street, vous voyez. Donc il y a un pouvoir d'interprétation qui est aux mains de la SEC, un peu aux mains des juges américains, beaucoup. Et donc en fait, ce pouvoir d'interprétation donne un pouvoir important aux personnes qui composent la SEC, à commencer par son chairman, donc son futur chairman qui va a priori être pro-crypto, mais en sachant que les États-Unis, si vous voyez, ils ont un marché et ils ont une culture financière qui fait que les choses avancent et elles ont lieu. Aujourd'hui, la SEC, en fait, elle passait son temps à appuyer sur le frein. Là, je pense qu'ils vont lever le pied du frein, quoi. Bon, on lève le pied du frein, et en quoi, qu'est-ce que ça pourrait changer chez nous ? En quoi ça pourrait influencer notre... simplement les personnes chez nous qui font la loi et qui vont créer ce cadre réglementaire qui est déjà créé en partie. Qu'est-ce que ça pourrait changer concrètement ? Ça va avoir un effet, j'ai envie de dire, psychologique ou politique sur les régulateurs européens. C'est qu'en fait, le régulateur américain a quand même un poids important quand il dit quelque chose et quand il choisit un cap. Tout le monde entier, encore une fois dans la sphère financière, regarde pourquoi il y va. Est-ce qu'il faut faire pareil ? Enfin, c'est un peu. Ça fait jurisprudence en quelque sorte. Ouais, j'aime pas ce terme, mais c'est un peu le grand frère, quoi. C'est-à-dire qu'il faut regarder un peu ce qu'il fait, même si encore une fois, on a notre culture et notre souveraineté, hein, c'est pas le sujet. Mais donc, ça va quand même avoir un effet. Ça va renforcer le secteur américain, ce qui est une bonne nouvelle pour la crypto dans le monde. Après, il y a aussi un enjeu, c'est qu'il y a une partie qui est un peu à somme nulle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les États-Unis soient trop puissants non plus. Enfin, par rapport à nous, en tout cas, il ne faut pas que ça nous empêche de nous développer. Il ne faut pas que toute notre société soit rachetée par des boîtes américaines.
américaine. Enfin oui, il y a quand même un enjeu, je trouve, où il faut se positionner par rapport à ça, quoi. On peut pas rester la dernière roue du carrosse éternellement, quoi. Bon, aujourd'hui, si je peux simplifier, entre guillemets, je parle sous votre contrôle, William, la fiscalité crypto en Europe et en France en particulier, c'est quoi? C'est flat tax, 30% des plus-values, c'est ça? Exactement. Est-ce qu'il y a un risque que ça change dans un sens ou dans l'autre, là, en 2025? Oui, bah le risque il est évident. Alors le risque il est évident parce qu'il y a un consensus en loi de finances pour proposer n'importe quoi. La crypto n'étant qu'un tout petit n'importe quoi sur ce grand n'importe quoi. Mais le risque existe parce qu'il y a quand même un consensus pour augmenter les impôts. Hein. La crypto n'est pas un secteur qui est considéré comme très sexy. Je veux dire, la crypto c'est moins sexy que les agriculteurs, c'est moins sexy que même la flat tax. Hein. On en avait parlé. La flat tax, elle peut changer encore. Exactement. Voilà, donc il y a quand même je pense qu'il y a un risque réel que en tout cas que les forces politiques au Parlement européen, il y a une majorité qui est pour, a priori, augmenter la flat tax ou augmenter l'impôt sur les hauts revenus, en tout cas. Alors ça concerne les hauts revenus, c'est-à-dire par exemple des couples qui gagnent plus de 500 000 euros par an ou des célibataires qui gagnent plus de 250 000 euros par an. Je rentre pas dans le détail, mais il y a des phénomènes un peu de surtaxe pour ces contribuables-là qui pourraient être alourdis, avec aussi des phénomènes d'imposition minimum qui reviendraient à une forme d'alourdissement de la flat tax pour ces hauts revenus, encore une fois. Donc ça concerne peu de gens. En même temps, dans la crypto, quand vous commencez à gagner de l'argent, ça peut aller vite, donc vous pouvez vite rentrer dans la case des hauts revenus. Donc là-dessus, oui, c'est des amendements qui avaient été adoptés en dernière loi de finances, qui n'a pas été la loi, évidemment, n'ayant pas été adoptée en raison de la censure du gouvernement, ça pourrait revenir. Espérons que les gens se calment aussi, que les débats soient moins électriques à l'Assemblée nationale. Mais oui, il y a une instabilité fiscale en France, en fait. Non, et puis au-delà de ça, il y avait aussi tout un débat à un moment sur la fiscalité du staking. Et on voulait fiscaliser les gains en staking. Sauf que ça, c'est clairement une usine à gaz. Si on le fait, je ne sais pas du tout comment ça va marcher. C'est encore sur la table, ça? Ou ça a été abandonné Non, c'est quelque chose qui est encore fiscalement possible. Après, très sincèrement, il faut avoir des très très gros revenus pour que ça devienne un risque significatif en cas de contrôle. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens dans la crypto, en fait, font rentrer leurs revenus de toutes sortes dans la flat tax. Parce que c'est plus simple et parce que l'administration fiscale ne va pas jusqu'à ce niveau de détail. Genre, vous déclarez 10 000 euros de gains en crypto. S'il y a 1 000 euros de staking, on va pas aller forcément en cas de contrôle. Voilà. Le radar, entre guillemets. Enfin, genre, vous avez payé les impôts. Hein, vous n'êtes pas un fraudeur, vous voyez. Donc ça va. Après, c'est vrai que si ça devient très important, de toute façon, si ça devient très important en staking, vous risquez d'être qualifié en pro. Ah oui, il y a aussi cette histoire. Il y a ça aussi, et puis il y a un moment où de toute façon, je le dis pas pour vendre mes services, mais il y a un moment où il faut être accompagné. Quand on est à des niveaux suffisamment importants, c'est nécessaire, quoi. Et justement, vous accompagnez pas mal de personnes. En général, les gens qui vont vous voir en crypto, c'est que ça s'est plutôt bien passé. Enfin, pas toujours, mais en général, c'est qu'il y a eu une plus-value quand même assez conséquente pour qu'on vienne vous voir. Moi, j'ai une question, c'est assez intéressant. C'est quoi les profils qui font des gains importants? Est-ce qu'il y a un profil type? Est-ce que leurs profils se ressemblent? Ou alors, il n'y a pas de règle? Je ne sais pas trop comment poser ma question là-dessus, mais vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que c'est plutôt des professionnels? Est-ce que c'est des particuliers? Est-ce qu'il y a des méthodologies? Est-ce que les gens y passent du temps? Ou alors est-ce que ça peut être un coup de chance? C'est quoi le profil en général de là où les personnes qui viennent vous voir avec de belles plus-values? Alors on a regardé justement au sein du cabinet, donc je précise une chose évidente, hein, c'est que c'est pas une démarche scientifique, on n'est pas l'Ipsos, on est un cabinet d'avocats et on a regardé un peu dans les dossiers des clients qui viennent nous voir pour voir un peu justement s'il pouvait y avoir ce qu'on appelle des patterns, quoi, c'est-à-dire des profils qui ressortaient. En fait, il y a aucune surprise. Il y a 3 types de profils. Bon, il y a le profil un peu classique, c'est la personne qui a fait du DCA Bitcoin pendant 7 ans et qui sort, ou la personne qui a, on a aussi des cas de mineurs, parfois même qui ont perdu leur clé, qui la retrouvent 7 ans après. Bon, oui. Ça arrive. Bon, voilà. Là, il y a un côté, on va dire, coup de chance. Vous étiez là au tout début, vous ressortez très longtemps. Le temps a joué avec vous sur cet actif, et là, vous pouvez avoir des très très belles plus-values, des très très belles sorties. Mais ça, c'est pas une surprise. Il y a 2 profils qui ressortent. Vous avez d'un côté des gens qui sont extrêmement professionnels.
des traders en fait vraiment qui ont des stratégies. Ça peut être avec du spot, ça peut être avec du dérivé, ça peut être aussi des investissements un peu value où ils vont aller choisir des projets, vraiment faire du trading sur ces projets, etc. Bon, ça, la chose qui ressort, c'est que c'est des gens qui sont encore une fois extrêmement professionnels dans leur démarche, dans leur manière de gérer le risque, de gérer leurs émotions, leurs biais, etc. Donc c'est vraiment, moi je les considère comme des traders professionnels, sauf qu'ils sont pas encore salariés de la Société Générale, quoi, mais ça ne saurait tarder. Ouais, d'accord. Et l'autre extrême, c'est des gens qui, je le dis avec beaucoup d'affection, font un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment des gens qui... Mais c'est des gens qui font n'importe quoi consciemment ou alors qui... Non, mais qui vraiment achètent, vous savez, des coins parce que c'est les moins chers sur le CoinMarketCap ou investissent dans des mêmes coins et ressortent avec mais c'est des gens qui connaissent rien à la base ou qui prennent un risque mesuré, entre guillemets, qui savent ce qu'ils font. Alors, prendre un risque mesuré, non. Par contre, évidemment, ils savent ce que c'est que la crypto, etc. Mais vraiment, quand je vous dis ils font n'importe quoi, c'est qu'ils sont incapables de nous expliquer pourquoi ils ont mis autant d'argent sur tel même coin et juste ils deviennent riches, ils ressortent enfin ils deviennent riches. Après, les montants sont variables et subjectifs. Mais voilà, il y a aussi ça dans la crypto. Je pense que c'est lié au fait qu'il y a beaucoup de volatilité, il y a des fortes pertes de hausse et il y a aussi cette culture crypto, c'est-à-dire avec beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui sont passionnés et ça entraîne des choses assez drôles en fait. Bon, en tout cas, soyez prudents sur les marchés, ne mettez que l'argent que vous êtes prêt à perdre, dont vous n'avez pas besoin. Merci beaucoup William O'Rourke d'avoir été avec nous, associé et cofondateur du cabinet Orwell Avocat. Et effectivement, il y aura beaucoup de choses à dire l'année prochaine sur toute cette réglementation qui pourrait évoluer. Merci de nous avoir suivis, rendez-vous demain 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.